À l'ombre du baobab. À l'ombre du baobab, comme tous les jours, tous les matins, bien installé dans notre ambulance, avec notre nouvelle invitée aujourd'hui, Karine Bernasconi. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, je vais prendre ma petite feuille parce que c'est vrai que votre titre est très long, je vais le dire qu'une fois, ou ton titre plus précisément, parce que c'est vrai qu'on a décidé de se tutoyer, c'était plus sympa ainsi. Karine, tu es assistante, diplômée et doctorante en histoire et esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne. Exact. C'est juste. Oui, voilà. juste. J'ai dit, je ne le dirai qu'une fois. Hein. D'accord. Ça va comme ça. Très bien. Karine, non, tu es, c'est vrai, spécialiste du cinéma iranien aussi. Oui. Et tu es là justement parce qu'aujourd'hui c'est une grande journée consacrée à cette rétrospective, pardon, cet hommage Oui. au cinéaste iranien. Oui. Je suppose que pas mal des films qui seront projetés aujourd'hui te sont connus. Oui, oui. En fait, donc moi, je travaille sur le cinéma iranien. J'écris ma thèse de doctorat sur le cinéma iranien et particulièrement sur les films iraniens qui ont été diffusés en Occident. Parce que l'Iran est un pays qui produit beaucoup de films, à peu près une centaine par année. Et nous, on en voit environ une dizaine, 10, 15 en Occident. Et moi, je travaille sur la manière dont on les reçoit, la manière dont on les diffuse et pourquoi on voit certains films et pourquoi on n'en voit pas d'autres. Et cette rétrospective, en fait, elle permet de voir des films qu'on a très peu vus, qui ont été peut-être diffusés dans les années 60, 70, 80, une seule fois dans un festival et qui ont été un petit peu oubliés. Et justement, le travail du FIF et de Thierry Jobin, c'était de faire découvrir de très beaux films au public. Ouais. Alors, ce qui est surprenant, parce qu'on dit que la cinématographie iranienne est certainement une des plus riches, une des plus fortes aussi, j'allais dire du monde, mais c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, le cinéma iranien a une place prépondérante. Oui, donc une cinématographie forte, peut-être parce que il y a de très grands auteurs depuis longtemps. Je pense à Bahram Bezaï, Darius Marjoui, évidemment Abbas Kiarostami, aussi Marc Macbeth. Enfin, il y a de très grands auteurs qui ont fait des films qui ont été récompensés, puisque Abbas Kiarostami a eu la Palme d'Or en 1997 pour le goût de la cerise. Donc évidemment, ça, c'est des phénomènes marquants. Et puis parce que c'est des films qui ont fait énormément parler. Beaucoup de critiques ont écrit dessus parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont très différents de la manière dont on peut faire du cinéma, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc, dans ce sens-là, il est riche. Après, il n'est pas forcément, c'est pas le plus riche en termes de production. Oui, mais en termes de qualité. Exactement. Qualitativement parlant, c'est vrai que c'est un cinéma qui marque. Hein. Oui. C'est un cinéma qui rencontre aussi un certain nombre de difficultés, hein, aussi bien à l'interne, à l'intérieur même de l'Iran, avec des problèmes, j'imagine, de censure ou autre, mais aussi à l'externe. La diffusion n'est pas toujours évidente. Non, et en fait, ça c'est le point intéressant, c'est qu'en Occident, on a vraiment une diffusion conditionnée du cinéma iranien. C'est-à-dire, comme je le disais, on ne voit pas tout, on voit seulement un certain nombre de choses. Et je ne sais pas si c'est dommage, parce que l'Iran produit des films qui ont une valeur artistique ou qui peut-être pas aussi intéressantes, des mélodrames, des choses assez mainstream qui sont peut-être pas vraiment cinématographiquement intéressantes. Maintenant, pourquoi on voit certains films, pourquoi il y a certains auteurs qui monopolisent un petit peu la place sur l'espace, sur la scène internationale, ça c'est dommage. Les problèmes viennent autant de l'Occident, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit de diffuser, que de l'Iran. Ben, vous avez parlé de la censure, évidemment, il y a des cinéastes qui sont empêchés, il y a des cinéastes qui ne peuvent pas tourner, il y a des cinéastes qui ne peuvent plus sortir du pays, mais il y a aussi beaucoup de cinéastes qui ont choisi l'exil et la coproduction. Par exemple, le dernier film au Festival de Cannes, Le Passé, qui était, on peut dire, un film iranien, a été produit en Occident. Le film de Kiarostami, Like Someone in Love, il y a 3 ans aussi. Donc voilà, il y a des stratégies un peu pour résister à ces problèmes. On en profite pour avoir une pensée pour Azulov aussi, hein, qui est un grand cinéaste iranien, qui est un cinéaste courageux aussi, bien sûr, mais qui ne peut plus sortir puisqu'on lui a confisqué son passeport, qui aurait dû être là et au grand dam, on va dire, et désespoir de Thierry Jobin aussi. Et c'est vrai que ces cinéastes rencontrent des difficultés, surtout lorsqu'ils s'expriment.
j'allais dire librement, en tout cas qu'ils prennent la liberté de s'exprimer. Oui, mais c'est vrai, et c'est le même cas pour Jafar Panahi, et qui a fait un film chez lui qui s'appelait This Is Not a Film, qui avait été diffusé, je crois, à Berlin, et qui est sorti en salle en France. Donc il était empêché, il était chez lui, et il a réussi à faire un film et à le faire sortir malgré son interdiction de quitter le territoire et de tourner. Donc il y a aussi on essaie de trouver le moyen finalement de travailler et de faire diffuser ses œuvres. Je crois que ça c'est important. C'est une journée spéciale aujourd'hui puisque c'est la journée qui est consacrée à cet hommage à l'histoire du cinéma iranien par ses créateurs. Alors ça aussi c'est particulier parce que généralement il y a toujours un curateur dans une section. Ici on a demandé aux réalisateurs eux-mêmes de choisir, réalisateurs iraniens, de choisir des films qui les avaient marqués dans leur cinématographie. Oui, parce que ce qu'on retrouve, mais ça je pense que c'est un peu commun à beaucoup de cinéastes dans le monde, mais les réalisateurs iraniens sont très très cinéphiles et ils connaissent évidemment très bien le cinéma international, mais aussi il y a des films iraniens très forts qui les ont marqués, et je pense que cette rétrospective est presque de ce côté-là, je dirais pas exhaustive, mais montre vraiment quelques grands films dont les cinéastes iraniens parlent souvent dans les entretiens. Je pense à La Vache de Kho, voilà, qui est un film qui avait fait connaître un petit peu la nouvelle vague du cinéma iranien dans les années 70. Je pense aussi à The Brick and the Mirror qui sera projeté cet après-midi, un très grand film d'Ibrahim Golestan. Donc oui, des films qui reviennent, et puis je pense aussi des références. Parce que quand les réalisateurs font des films, ils s'inscrivent souvent en fait en référence à d'autres courants, peut-être même des fois des citations qui sont totalement assumées d'autres films. Donc cette rétrospective fait un petit peu le lien entre des créateurs d'aujourd'hui, des créateurs un peu plus anciens. Absolument. Ça n'a pas été évident, je crois, cela dit, pour ces réalisateurs de choisir des films. Ah oui, choisir, oui. Ça pose toujours un petit problème déjà ou des problèmes. Alors déjà de faire un choix, parce que c'est toujours un peu dommage. Et puis en plus, après, ça pose des problèmes. Il y a un côté restrictif aussi, finalement, dans le choix. Oui, parce que tout est intéressant, puis tout se répond, et même ce qu'on a moins aimé, peut-être, nous a influencé. Enfin, quoi qu'il en soit, ils l'ont fait. Kavé Bakhtari, qui était ici l'autre jour, qui lui aussi ne s'est pas assis, ne s'est pas couché. Je ne sais pas si c'est lié au phénomène iranien. On n'aime pas trop se coucher dans les ambulances. Quoi qu'il en soit, lui a choisi The Kho, qui faisait référence aussi à son enfance et à sa découverte du cinéma. Oui. C'est... je crois que en tout cas les réalisateurs que je connais, c'est vraiment des gens qui ont vu énormément de films, beaucoup de films, et qui, c'est ce que je disais avant, qui les ont marqués, qui dévorent le film. Un petit peu, et je dois dire que les gens que je rencontre de ma génération, les Iraniens de ma génération aussi sont assez cinéphiles. Il faut signaler aussi que cette rétrospective, cet hommage au cinéma iranien va voyager. C'est pas souvent le cas, donc il faut le signaler. C'est surtout très bien pour le FIF et pour les choix qu'opère le FIF. Il va voyager alors du côté d'Édimbourg et du côté de Toronto aussi. Oui, en fait, la rétrospective comprenait dans la totalité 27 titres. Il y a évidemment beaucoup de problèmes pour trouver les copies et pour se procurer les films. Donc ici, une partie de cette rétrospective est présentée et ça va pouvoir être complété ou amélioré parce que peut-être entre-temps une copie a été numérisée ou un master a pu être fait. Donc non seulement elle va voyager, ce qui est très bien parce que vu que la plupart des festivals pratiquent la politique de l'exclusivité, là c'est une manière déjà aussi de collaborer avec d'autres institutions et puis aussi de compléter cette rétrospective sans problème de compétitivité. Absolument. Mais je crois que le fait de signaler effectivement qu'on laisse tomber pour une fois cette perspective d'exclusivité, c'est pas si mal parce que c'est tout bénéfice pour le cinéma. Tout simplement. Surtout dans le projet initial de Thierry Jobin de montrer ce type de film, alors ça serait encore
ça serait vraiment dommage de les montrer à Fribourg, seulement à Fribourg, et puis de ne pas en faire profiter justement le public d'Édimbourg ou de Toronto en Amérique du Nord, puisque le propos, c'est justement de donner une visibilité à des films qui ne sont pas assez montrés. Donc ce serait dommage de les montrer qu'ici. Absolument. Donc c'est cohérent. Grande journée aujourd'hui avec à 16h50, je crois, un débat autour du cinéma iranien, un débat que tu animeras, Karine, je pense. Oui, un débat que j'anime. En fait, il y a la projection de 3 courts-métrages documentaires, très très beaux. Et ensuite, un débat avec quelques cinéastes qui ont choisi les films et des critiques de cinéma iranien. Donc en fait, le panel est exclusivement composé d'auteurs ou de critiques iraniens, mais qui ont des liens avec l'Occident. C'est-à-dire soit parce que leurs films ils sont diffusés, soit parce qu'ils vivent en Occident. Et ça, c'est très important parce qu'ils vont permettre de donner un peu un éclairage sur les liens entre l'Iran, l'Occident, la diffusion des films, la circulation des travaux artistiques. Donc oui, une belle table ronde. Bien, ce sera à 16h50 au Cap Ciné numéro 6, exact, je crois. Oui. Après la diffusion de ces 3 courts-métrages qui ont marqué aussi l'histoire du cinéma iranien, je crois. 3 courts-métrages documentaires, c'est vraiment des courts-métrages qu'on connaît moins, et aussi l'aspect documentaire très fort c'est incroyable en fait. Aujourd'hui, on parle vraiment du documentaire de création, c'est une forme comme ça dans le documentaire importante, et ces courts-métrages sont totalement, au niveau de la forme, novateurs, enfin voilà, c'est impressionnant. À voir, à découvrir au Cap Ciné 6, puisqu'ils précéderont le débat à 16h50 autour donc du cinéma iranien. Dernière question, Karine. Est-ce que tu as déjà eu, toi, l'occasion de te rendre en Iran? Non, pas encore. Pas encore. Non, j'attends de parfaire mon farci pour vraiment pouvoir y aller en étant plus ou moins autonome. On va dire, un petit peu à l'aise. La situation qui évolue aussi en Iran, avec un ministère de la Culture qui essaye de s'ouvrir un peu, malgré pas mal de difficultés quand même. Oui, exact. Non, mais je pense que, en tout cas, là, normalement, c'est prévu pour cette année d'aller en Iran. Très bien. Ouais. En attendant le prochain rendez-vous avec le public, c'est à 16h50. Exact. Merci, Karine, d'être venue. Merci à toi. Merci aussi pour ce travail. À l'ombre du baobab, nous sommes, je vous le rappelle, cette semaine en direct du FIF devant l'ancienne gare, dans une ambulance qui nous a été gentiment mise à disposition par le service des ambulances de la Sarine, qu'on remercie encore une fois au passage. Toutes ces émissions sont bien sûr filmées. Vous pouvez les retrouver tous les matins sur le site de la radio, radiofr.ch, ou sur le site d'Econ, econ.emf.ch, et vous avez l'occasion de nous voir, soit étendu sur la civière pour certains, soit assis sur le siège qui est juste derrière pour d'autres, comme pour Delphine Jeanneret qui nous a rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour Thierry. Delphine, plus à l'aise assise que couchée, hein? Exactement. C'est ça. Voilà, c'est très bien. Delphine, on va parler des courts-métrages, on en parlait tout à l'heure avec Karine, puisqu'il y a un certain nombre de courts-métrages qui sont présentés dans le cadre de cet hommage au cinéaste iranien. Toi, tu as mis sur pied alors la première compétition véritablement de courts-métrages dans le cadre du FIF. C'est la première fois qu'il y a une compétition et un prix qui sera décerné à ces courts-métrages. Oui, alors le Festival international de films de Fribourg programme des courts-métrages depuis déjà bien longtemps. Et puis, cette année, on avait envie de mettre les courts-métrages, les cinéastes de courts-métrages à l'honneur en faisant une compétition internationale avec un prix doté de 7 500 francs. Donc voilà, pour le meilleur court-métrage, ce qui est assez conséquent pour un court-métrage. Ça permet peut-être de pouvoir en faire un deuxième. Exactement. On le sait, le cinéma, ce n'est pas facile, particulièrement dans certains pays aussi. Le court-métrage permet aussi d'avoir une forme cinématographique un peu plus condensée, avec des moyens qui sont certainement moindres, mais surtout, ça permet à des gens de s'exprimer, avant tout. Oui, exactement. Et puis c'est vrai que le court-métrage permet une certaine liberté. Il n'y a pas encore forcément de production derrière la première ou la réalisation de court-métrage. Donc c'est vraiment une liberté pour le réalisateur ou la réalisatrice. Et dans le cas du Festival international de films de Fribourg, ça permet d'aller chercher aussi des courts-métrages de pays un peu plus inattendus, dont on a moins l'habitude de voir du cinéma, comme par exemple le Kenya, le Sénégal, le Bhoutan, l'Irak. Avec des films assez extraordinaires, parce que il relate aussi des tranches de vie, des moments clés aussi dans la vie, à la fois des personnages, mais aussi des sociétés desquelles émanent les cinéastes.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que cette année, vous parliez de moments dans la vie de quelqu'un. Cette année, un des thèmes en fait qu'on a retrouvé dans beaucoup de courts-métrages, c'est l'image de la femme, autant dans son enfance, adolescence, jeune adulte, et puis âge plus avancé. Donc, on peut retrouver un peu ce fil. Ce fil conducteur. Ouais. Ouais. Avec des images et surtout des émotions très fortes dans ces courts-métrages. Oui, alors c'est vrai que certains courts-métrages sont assez forts, assez durs aussi, et puis retracent un petit peu la vie. Des tranches de vie. Des tranches de vie, oui. Ouais. Alors ce sont, je crois, 18 courts-métrages qui ont été sélectionnés pour participer à cette compétition. Comment s'est opérée la sélection, Delphine? Parce que j'imagine que tu avais plus de 18 films à visionner, à voir, et donc de se faire des choix par la suite. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de films. On a reçu beaucoup de films. Donc on a reçu environ 800 films à visionner, qu'on reçoit d'une part via le Call for Entries, c'est donc un appel qu'on lance au mois de août-septembre à tout notre réseau, aux cinéastes du monde entier, pour qu'ils nous envoient leurs films et puis qu'on puisse après visionner des films qu'on ne connaît pas. Et à côté de ça, on va aussi chercher des films dans les festivals et on fait énormément de recherches sur Internet, bien sûr, pour aller voir qu'est-ce qui se fait à tel endroit ou tel endroit. Et puis la sélection, je la fais avec 2 autres personnes, Mylène Daloya et Isaline Rocha, qui font partie du comité artistique et puis qui ont visionné des centaines de films avec moi pour en arriver à ce choix de 18 films. Hein. Ouais, il a fallu resserrer. Ouais. Enfin, les 18 films sont visibles, bien sûr, dans le cadre du FIF. Alors, on ne va pas vous donner les horaires des 18 films, ce serait un petit peu lent et un petit peu compliqué. Vous renvoyez peut-être sur le site et sur le programme aussi, www.fif.ch. Mais on peut voir encore les 3 programmes. Il y en a un aujourd'hui, le programme 1, programme 2 demain, sauf erreur, et programme 3 samedi. C'est fait sous la forme de programme, effectivement. Oui. Et puis, le court-métrage gagnant sera programmé avant le Regard d'Or le dimanche. Bien. Et est-ce que ces courts-métrages ont une vie également par la suite ? Alors, c'est toujours compliqué pour les courts-métrages. Un des seuls endroits où on peut voir des courts-métrages de jeunes réalisateurs ou réalisatrices, ce sont les festivals. Donc, voilà, on a l'occasion de les voir ici. Ils sont effectivement dans d'autres festivals après. Ils ont été dans d'autres festivals avant, mais les courts-métrages ne sont pas distribués comme les films, comme les longs-métrages de fiction ou documentaires. Donc, pour ça, c'est effectivement très compliqué de les voir ailleurs, en tout cas en Suisse. Certains sont repris dans d'autres festivals, mais c'est la seule façon de voir ces films. On les voit parfois en télévision, de temps en temps. Oui, de temps en temps. En ouverture de films, de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Est-ce que l'ère du numérique aussi a facilité le fait qu'un certain nombre de réalisateurs ont pu commencer à travailler des images et à travailler ces courts-métrages ? Oui, alors c'est surtout pour des questions de frais, d'argent, de coûts, et notamment d'envoi de films, parce qu'avant c'était très compliqué de pouvoir envoyer le support 35 mm dans d'autres pays, et maintenant il suffit de le télécharger, de l'envoyer, et puis on le reçoit ici. Donc c'est surtout dans ces termes-là, et puis après effectivement au niveau de la réalisation aussi, le matériel est plus léger qu'avant, quoique ça coûte quand même assez cher d'avoir du bon matériel. Donc voilà, mais il y a pas mal de films d'école, et puis les réalisateurs qui réalisent leurs films de diplôme, par exemple, bénéficient du matériel de l'école. Et puis les jeunes réalisateurs, en général, s'entraident entre eux aussi, se prêtent le matériel. Il y a une forme de solidarité quand même, voilà, entre les cinéastes, entre autres. Qui seront des futurs cinéastes aussi, qui, j'imagine, qui auront peut-être loisir ou en tout cas l'occasion de créer des longs métrages par la suite. Oui. Je pense que c'est l'espoir qui nourrit chacun de ces cinéastes. Effectivement. Et puis il y en a un, par exemple, qui a déjà réalisé un long métrage. Il s'agit de Josep Anginoen, qui a réalisé Lady Kadi Never Saw a Hole in One. C'est un film indonésien. Et donc lui, il avait déjà eu un film en compétition à Locarno, par exemple, un long métrage en compétition à Locarno. Et puis là, il revient avec un court métrage. Donc il y en a qui... Ce sont aussi des exercices parfois. Enfin, voilà. Quand je dis des exercices, c'est des envies de faire quelque chose sous une forme plus condensée. Tout à fait, oui. Parce que le court métrage, c'est aussi ça, raconter une histoire en moins de temps. Exactement. Donc ça présente d'autres types de difficultés, j'allais dire.
et oui, et ça permet beaucoup de liberté en fait, d'exploration du genre, du style, de l'esthétique. Oui. Bien, Delphine, on est au terme de cette émission. On retrouve bien sûr ces courts-métrages. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a encore 3 possibilités de voir chacune des, j'allais dire des sections, mais chacun des programmes, des blocs. Voilà, ce sont des blocs. Il y a le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3. Nous sommes dans le bloc... non, nous ne sommes pas dans le bloc encore. On y va avec l'ambulance d'ici quelques instants. Bref, à voir. Et puis, je rappelle qu'il y aura aussi ces 3 courts-métrages iraniens qui seront présentés avant le débat à 16h50 au Cap Ciné 6, qui sont aussi des courts-métrages qui ne sont pas en compétition, mais qui ont marqué l'histoire du cinéma iranien. Ouais. Merci Delphine d'être venue. Merci à toi. Et bonne fin de festival. Merci. Et ce soir, bonne fête aussi, puisque je le rappelle, ce soir c'est la fête du côté de la Spirale, la fête du FIF. Merci également à tous les étudiants d'Econ, comme tous les jours, qui font un travail formidable. Merci aux ambulances de la Sarine qui nous prêtent tous les matins une ambulance. Merci à JD, notre technicien, au FIF, qui nous permet finalement de vivre de bons moments, aussi bien pour nous que pour les spectateurs qui vont nombreux, j'imagine, voir les films. On se retrouve quant à nous demain. Bonne journée, Delphine. À très bientôt. Au revoir.